11 Marines se tenaient debout dans une unité de soins intensifs à Boise, dans l'Idaho, le dos droit, les mains levées en signe de salut. La femme qu'ils saluaient portait une blouse d'hôpital. Une perfusion était branchée sur son bras. Ce n'était ni un général, ni un politicien. C'était une infirmière de nuit discrète. Personne n'avait pris la peine de le savoir. Elle s'appelait Tessa Whitmore, et ce que ces Marines savaient d'elle, ce que l'hôpital ignorait, allait changer chaque personne présente dans cette pièce. Mais pour comprendre pourquoi 11 Marines ont traversé l'Idaho en voiture pour se tenir à son chevet, il faut revenir au silence. Le service de nuit au Summit University Medical Center commençait à 19 heures, ce qui signifiait que l'alarme de Tessa Whitmore sonnait à 17h15 chaque après-midi dans une petite maison louée à l'est de Boise, à 3 pâtés de maisons d'un parc qu'elle n'avait jamais traversé. La maison était spartiate. Une chambre, une table de cuisine avec une seule chaise. Un chat gris de 13 ans nommé Rotor, qui avait un avis sur tout et l'exprimait principalement en se plaçant stratégiquement dans les embrasures de porte. Il n'y avait pas de photos sur les murs, pas d'aimant sur le réfrigérateur, aucun signe indiquant que quelqu'un vivait là, à l'exception d'une seule étagère dans le placard de la chambre où un drapeau américain plié était posé à côté d'une petite boîte en bois que Tessa n'avait pas ouverte depuis des années. Elle avait 54 ans. Elle était mince, anguleuse, avec des cheveux blonds cendrés striés de mèches argentées, tirés en arrière en un chignon si serré qu'il aurait pu résister à un ouragan. Ses yeux bleu pâle ne trahissaient rien. Elle avait une cicatrice effacée de 5 cm le long de la mâchoire gauche qu'elle n'avait jamais expliquée. Et ses mains, toujours ses mains, qui bougeaient avec une régularité presque mécanique. Aucun tremblement, même lorsqu'elle était fatiguée, même lorsque tout le reste tremblait. Elle était à Summit depuis 6 mois. Et pendant cette période, elle s'était forgée une réputation qui se caractérisait principalement par son vide. Elle venait travailler, elle faisait son travail, elle rentrait chez elle, c'était tout. Pas d'histoire sur son week-end, pas de mention de sa famille, de ses amis, d'un partenaire, d'un animal de compagnie, rien. Lorsque les autres infirmières se réunissaient dans la salle de pause avant leur service pour parler de leurs enfants, de leur marathon Netflix ou de leurs projets pour Thanksgiving, Tessa s'asseyait à l'autre bout de la table avec une tasse de café noir et un silence si complet qu'il semblait structurel, comme s'il avait été coulé comme du béton autour d'elle il y a des années et qu'il s'était durci pour devenir quelque chose de permanent. « Elle est juste calme », a dit une fois l'une des jeunes infirmières. « Elle n'est pas calme », a répondu une autre. « Elle est ailleurs, c'était plus proche de la vérité. » Le Summit University Medical Center était un hôpital universitaire de 500 lits situé sur un campus à flanc de collines surplombant la rivière Boise. C'était un centre de traumatologie de niveau 2, affilié à une faculté de médecine universitaire d'État, réputé pour son programme de neurosciences, ses chirurgiens orthopédistes et son atmosphère générale d'ambition certifiée. Les médecins avaient été formés à Johns Hopkins, à Stanford, à la Cleveland Clinic. Les infirmières comparaient leur certification comme d'autres comparent leur voiture. Les badges nominatifs du Summit affichaient toutes les qualifications après votre nom. BSN, MSN, DNP, PhD, CCRN. Le badge de Tessa indiquait RN, juste RN. Dans un bâtiment où les lettres après votre nom avaient une valeur de monnaie, Tessa Whitmore était fauchée. Elle semblait s'en moquer. C'était cela qui dérangeait les gens. Ce n'était pas qu'elle était sur la défensive au sujet de ses qualifications. Elle ne s'intéressait tout simplement pas au sujet. Quand quelqu'un lui demandait où elle avait fait ses études, elle répondait « Sinclair », comme on répondrait « Mardi », comme un fait qui ne nécessitait aucune explication. Sinclair Community College à Dayton, dans l'Ohio, diplôme d'associé. Personne ne posait de questions supplémentaires. Mais il y avait une chose à propos de Tessa Whitmore que la plupart des gens à Summit n'avaient pas encore compris. Elle était extraordinaire dans son travail. Pas d'une manière ostentatoire, mais d'une manière qui nécessitait d'être attentif pour la remarquer. La façon dont elle repositionnait un patient sous ventilation avec des mouvements précis et minimaux, sans gaspiller d'énergie. La façon dont elle détectait une chute de tension artérielle 6 minutes avant que l'alarme du moniteur ne se déclenche, car elle avait déjà remarqué le léger changement de couleur de la peau du patient sous les lumières fluorescentes. La façon dont elle parlait aux patients désorientés au milieu de la nuit.
d'une voix basse, calme et rythmée, et ceux-ci se calmaient comme si sa voix elle-même était une forme de sédatif. Elle était la meilleure infirmière de cette unité de soins intensifs, et personne ne le savait parce que personne ne le remarquait. Ce mardi particulier de fin octobre, Tessa a pointé à 6h55 et accepté sans commentaire les patients qui lui avaient été assignés par l'infirmière responsable et s'est dirigée vers l'unité de soins intensifs au 4e étage. Les contreforts de boisés, visibles depuis les baies vitrées, étaient recouverts de la première neige de la saison, et le ciel avait pris la couleur violet foncé des soirées d'automne qui arrivent trop tôt. Elle a consulté le tableau des affectations. Lit 3, 7, 11 et nouveau patient a mis au lit 14. Un transfert depuis la base aérienne de Mountain Home à 80 km au sud-est. Traumatisme crânien, accident de voiture lors d'un exercice d'entraînement conjoint. Marine, 29 ans. Tessa regarda longuement le nom inscrit sur le tableau. Sergent d'artillerie Hector Delgado, USMC. Quelque chose changea dans son regard. Juste un éclair, disparu avant que quiconque ait pu le percevoir. Elle prit le dossier, vérifia les notes de transfert et se dirigea vers le lit 14 avec la même démarche mesurée qu'elle utilisait pour chaque patient chaque nuit. Mais ce que personne au Summit University Medical Center ne savait, ce que Tessa Whitmore n'avait jamais dit à personne en 6 mois de garde de nuit, de café noir et de silence, c'est qu'elle savait exactement à quoi ressemblait un traumatisme crânien causé par un accident de véhicule militaire. Elle le savait parce qu'elle avait passé 15 ans dans l'armée de l'air américaine à soigner ce type de blessure. Vivian Mercer était infirmière en chef de l'unité de soins intensifs du Summit depuis 21 ans. Elle avait 58 ans, le regard perçant, un master en sciences infirmières de l'Université de Boise State, une certification d'infirmière en soins intensifs et un mur de certificats de développement professionnel dans son bureau qu'elle avait elle-même encadré. Elle avait construit cette unité de soins intensifs comme un sculpteur construit une statue, une décision à la fois, un recrutement à la fois, un protocole à la fois, jusqu'à ce qu'elle corresponde exactement à ce qu'elle voulait. Elle avait formé 3 générations d'infirmières. Elle avait rédigé le manuel d'orientation. Elle avait choisi les œuvres d'art accrochées au mur du couloir. L'unité de soins intensifs était la vie de Vivian Mercer. Et ces derniers temps, elle sentait qu'elle lui échappait. L'hôpital avait embauché des infirmières plus jeunes, diplômées et ambitieuses dans le domaine de la recherche. L'administration avait commencé à utiliser des mots tels que modernisation et restructuration lors des réunions sur les rôles de direction. Vivienne sentait le sol se dérober sous ses pieds et elle réagit comme la plupart des gens réagissent lorsqu'ils sentent leur raison d'être s'éroder. Elle resserra son emprise. Lorsque Tessa Whitmore arriva 6 mois plus tôt, elle n'avait ni diplôme supérieur, ni publications universitaires, ni ambition discernable, mais une compétence discrète qui semblait ne nécessiter l'approbation de personne. Vivian ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas exactement de la colère, plutôt quelque chose qui s'apparentait à du vertige. Voici une femme qui ne jouait pas le jeu des diplômes, qui ne cherchait pas à être validée par la hiérarchie que Vivian avait mis 2 décennies à construire, et qui, d'une manière ou d'une autre, donnait l'impression que les patients les plus compliqués de l'unité de soins intensifs étaient faciles à gérer. C'était cela la menace. Non pas que Tessa était agressive, mais plutôt qu'elle était imperturbable. Et c'est ainsi que la campagne commença, sans rien de dramatique. Vive n'était trop intelligente pour cela. Elle s'est manifestée par de petites entailles. Tessa s'est vue attribuer les patients les plus difficiles, ceux qui avaient les combinaisons de perfusion les plus complexes, les signes vitaux les plus instables, les familles qui appelaient toutes les heures pour demander des nouvelles. Lorsque Tessa les gérait sans faille, Vivian trouvait d'autres moyens. « Tessa, puis-je vous poser une question au sujet de votre intervention sur le lit 7 ?» demanda Vivian un soir pendant la ronde, suffisamment fort pour que toute l'équipe l'entende. « Ce n'est pas une technique que nous enseignons ici à Summit. » Tessa leva les yeux de son dossier. Le patient était en désaturation. Je l'ai repositionné. J'ai remarqué que c'était juste au sommet. Nous suivons des protocoles fondés sur des preuves. Où avez-vous appris cette approche particulière? Tessa soutint le regard de Vivian pendant 2 secondes entières. De l'expérience, répondit-elle. Elle se replongea dans son dossier. La pièce était silencieuse. Vivian sourit.
Le genre de sourire qui est techniquement un sourire comme un couteau est techniquement un ustensile et passa à autre chose. Mais les coupures continuèrent. Tessa fut exclue de la réunion de formation du personnel sur les nouveaux protocoles de ventilation. Elle ne fut pas invitée au potluck trimestriel de l'unité de soins intensifs. Lorsqu'un médecin en visite complimenta son travail sur une intubation particulièrement difficile, Vivian détourna l'attention. Nous avons d'excellents programmes de formation ici. Toute l'équipe est solide. Un jeudi matin, Tyler Banks, un étudiant en deuxième année d'infirmerie de 26 ans de l'Université de Washington, affecté à suivre Tessa pendant le service de nuit, se tenait dans la salle de pause et a dit quelque chose qui a eu plus d'impact qu'il ne le souhaitait. « Elle ne m'apprendra rien », a déclaré Tyler à un autre étudiant. « Elle ne parle pas, elle n'explique rien, elle se contente de faire son travail. J'ai un master, j'ai besoin de quelqu'un qui puisse articuler le raisonnement clinique. » Tessa était dans le couloir, elle a entendu. Elle a continué à marcher vers le lit 14 où le sergent d'artillerie Delgado était en proie à un autre épisode de traumatisme crânien, se débattant, confus, luttant contre les moniteurs, criant des mots qui n'avaient aucun sens pour les autres personnes présentes dans la pièce. L'infirmière de jour a reculé. Il est comme ça depuis 20 minutes. Nous avons appelé le médecin traitant. Tessa s'est approchée du lit. Elle a posé une main à plat sur la poitrine de Delgado, sans le retenir. Elle s'est penchée et a parlé d'une voix si basse que l'infirmière de jour pouvait à peine l'entendre. « Vous êtes en sécurité. Vous êtes à l'hôpital. Concentrez-vous sur ma voix. 1, 2, 3, 4. Respirez avec moi, Marine. » Le mot « Marine » a dissipé le brouillard. Le regard de Delgado s'est fixé. Sa respiration s'est ralentie. En moins de 4 minutes, il était calme. En moins de 10 minutes, il dormait. L'infirmière de jour le regardait fixement. « Comment avez-vous fait ça? » Tessa s'est redressée. Il a peur. Il s'est réveillé et ne savait pas où il était. Il avait besoin d'un repère, un compte, quelque chose de stable à quoi s'accrocher. Elle s'éloigna avant qu'il ne pose d'autres questions. Elle s'éloignait toujours avant qu'il ne pose d'autres questions. Mais ce que Tessa ignorait, c'est que ce compte particulier, ce rythme, cette cadence, allait faire ressurgir son passé, défoncer les portes du Summit University Medical Center avec la force d'une dette vieille de 30 ans qui arrivait enfin à échéance. La douleur avait commencé doucement. Une douleur dans le bas du dos pendant un service de 12 heures, un engourdissement dans le pied gauche qui allait et venait. Le genre de choses qu'une personne ignore lorsqu'elle a passé toute sa vie adulte à perfectionner l'art d'ignorer les choses. Tessa portait en elle un morceau de la guerre du Golfe depuis 35 ans. En février 1991, alors qu'elle avait 18 ans, elle était aviateur de première classe en poste dans un centre médical de Dar, en Arabie Saoudite, lorsqu'un missile Scud irakien a explosé près de la base. Un éclat d'obus, irrégulier et pas plus gros qu'une pièce de monnaie, s'était logé près de ses vertèbres L3 et L4. Les chirurgiens militaires de Dar l'ont examiné et ont pris une décision. Inopérable, trop près de la moelle épinière, trop risqué à extraire. Elle a repris son service 2 semaines plus tard, avec une note dans son dossier médical et un morceau de métal niché contre sa colonne vertébrale. Elle avait 18 ans. Elle était dans l'armée de l'air depuis 8 mois. Elle s'est levée et est retournée au travail. Pendant 35 ans, elle l'a porté. À travers 4 autres déploiements. Opération Provide Comfort dans le nord de l'Irak, où elle a évacué des enfants kurdes affamés à bord d'avions cargos. En Bosnie, où elle a passé 20 mois à effectuer des missions de transport aérien médical d'urgence entre Tuzla et Ramstein. Maintenant, en vit des corps brisés à 30 000 pieds d'altitude dans la soute d'un C-30 Herculaire. Au Kosovo, où elle a reçu la médaille de la force aérienne avec distinction pour avoir continué à soigner des patients pendant un incendie moteur. Elle a transporté un caporal suppléant de 17 ans hors de la soute d'un avion en feu, tandis que des brûlures au 2e degré lui couvraient l'avant-bras gauche à travers l'Afghanistan dans les premiers jours qui ont suivi l'effondrement des tours, lorsque les vols CC-8 au départ de Bram étaient sans escale. Elle a supporté les éclats d'obus tout au long de cette période. Elle a pris sa retraite, suivi des cours d'infirmière à Saint-Clair grâce à la loi GE, travaillé pendant 14 ans dans des hôpitaux pour anciens combattants à Dayton et Tucson, mené une vie qui s'est rétrécie d'année en année,
jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle, ses écrits et une chaise seule à la table de la cuisine. Le fragment était resté stable pendant des décennies. Mais plus maintenant. Au cours d'une cadade, la 3e semaine de novembre, Tessa pratiquait un massage cardiaque sur un patient en arrêt cardiaque dans le lit numéro 9. Tyler Banks se tenait à côté d'elle, comptant à voix haute. Elle en était à 36 compressions, régulières, précises, au même rythme qu'elle maintenait depuis 30 ans lorsque sa jambe gauche a fléchi. Elle s'est rattrapée à la barrière du lit. Tyler l'a vue. Elle a secoué la tête une fois, un petit avertissement sec. Ne dit rien et termine la réanimation. Le cœur du patient s'est remis à battre. Elle s'est éloignée du lit, s'est dirigée vers le placard à fourniture, s'est assise sur un tabouret métallique et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus se lever. L'engourdissement de son pied gauche s'était transformé en une douleur brûlante qui allait de sa hanche à sa cheville. Son quadriceps gauche lui semblait anormal. Pas vraiment faible, mais déconnecté, comme si un fil s'était détaché quelque part entre son cerveau et son muscle. Tyler l'a trouvé 20 minutes plus tard. Son visage était gris, sa mâchoire était crispée. Elle agrippait le bord du tabouret si fort que ses jointures étaient devenues blanches. « Tessa, j'ai besoin d'une imagerie, » dit-elle. Aucune explication, aucun contexte, juste ces 3 mots prononcés de la même manière qu'elle prononçait toutes. Précis, minimaliste, définitif. L'IRM confirma ce qu'elle savait déjà. Le fragment vieux de 35 ans s'était déplacé. Il comprimait sa racine nerveuse L4 gauche. Sans intervention chirurgicale, elle allait perdre progressivement l'usage de sa jambe gauche. Le délai n'était pas généreux. Le Dr. James Okoro, un neurochirurgien nigériano-américain de 41 ans, diplômé de l'Université Johns Hopkins et doté de la confiance tranquille d'un homme qui a tenu la moelle épinière d'autres personnes entre ses mains, examina l'imagerie sur la table lumineuse à l'extérieur de l'unité de soins intensifs et prononça une seule phrase. « C'est une ordonnance militaire. » Tessa, assise dans un fauteuil roulant qu'elle avait déjà décidé de détester, ne dit rien. Okoro la regarda. Elle le regarda en retour. Il n'insista pas. « Je peux l'enlever, dit-il. Mais vous devez être admise et vous devez me parler du mécanisme de la blessure afin que je sache à quoi m'en tenir. » Fragment de missile Scud, base aérienne de Daron, février 1991. Okoro posa le scanner. Il regarda cette femme, cette infirmière de nuit en soins intensifs avec son diplôme de 2 lettres et son diplôme universitaire communautaire, et quelque chose se recalibra derrière ses yeux. « Février 1991, répéta-t-il. Vous aviez 18 ans. Silence. Depuis combien de temps portez-vous cela? 35 ans. Il acquiesça lentement. « D'accord, nous allons l'enlever. » Ils admettirent Tessa aux soins intensifs, dans son propre service au 4e étage, dans le lit près de la fenêtre avec vue sur les contreforts de boissé qu'elle avait contemplés 1000 fois debout. Elle était maintenant allongée dans ce lit. La perspective était différente de ce côté-ci. Le plafond était plus proche qu'elle ne s'en souvenait. Les collines semblaient plus lointaines. Elle détestait chaque seconde qui passait. Lorsque l'équipe chirurgicale arriva et lui demanda d'enfiler une blouse, le corps de Tessa Whitmore raconta l'histoire que sa bouche n'avait jamais racontée. L'équipe vit la cicatrice de 5 cm sur sa mâchoire, les marques de brûlure sur la peau de son avant-bras gauche qui avait fondu et s'était reformé en quelque chose qui était techniquement guéri, mais qui ne serait plus jamais comme avant. Un tatouage sur son omoplate droite, les ailes de l'évacuation aéromédicale avec un petit 43 en dessous, et des cicatrices petites, délibérées, cliniques, provenant de perfusions intraveineuses placées dans des conditions d'opération avancées où la précision importait moins que la rapidité. Une topographie du service écrite sur la peau. Personne dans l'équipe de préparation n'a dit un mot, mais l'atmosphère de la pièce a changé. Quelque chose avait changé dans l'air, comme lorsqu'on se rend compte que la personne allongée dans le lit n'est pas celle qu'on croyait. Cette nuit-là, Tyler Banks est venu dans la chambre de Tessa pendant sa pause. Il est resté un moment dans l'embrasure de la porte, indécis. « Je te dois des excuses, » a-t-il dit. Tessa l'a regardé. « J'ai dit que tu ne m'apprendrais rien. J'avais tort. Tu m'as appris quelque chose à chaque garde. J'étais trop occupé à vouloir un cours pour remarquer une leçon. » Tessa l'observa longuement. Puis elle hocha la tête une fois et dit « Litsept, vérifiez le potassium avant la tournée du matin.
Il était en baisse lors des analyses de 4 heures du matin. Tyler sourit presque. « Oui, madame. » Il partit. Tessa tourna la tête vers la fenêtre et regarda la neige tomber sur les collines dans l'obscurité. Il était 2h18 du matin, 3 jours après l'admission de Tessa, lorsque le sergent d'artillerie Hector Delgado recommença à s'agiter. L'infirmière de nuit, une jeune femme compétente venue de l'Oregon, essaya le protocole standard. Réorientation, voix calme, lumière tamisée. Delgado ne l'entendait pas de cette oreille. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Ses mains griffaient les fils du moniteur. Son corps était figé dans une sorte de réaction de combat primitive qui provient d'un cerveau qui a été secoué, détaché du présent et replongé dans un endroit sombre qu'il ne cesse de revivre derrière ses paupières closes. Tessa l'entendait depuis son lit, à 4 lits de là. Les alarmes, les voix aiguës, le bruit d'un marine de 29 ans qui essayait de se battre pour sortir de son lit d'hôpital parce que son cerveau endommagé lui disait qu'il était ailleurs. Quelque part où le sol roulait, où le métal hurlait et où le monde était sens dessus-dessous. Elle sortit du lit. Elle portait une blouse d'hôpital. La perfusion était toujours dans sa main droite. Elle traversa pieds nus le carrelage froid du sol de l'unité de soins intensifs. L'infirmière de nuit la vit arriver. « Tessa, vous ne pouvez pas. Vous êtes une patiente. » Tessa l'ignora. Elle atteignit le lit de Delgado et posa une main à plat sur sa poitrine. De l'autre main, elle lui saisit le poignet, non pas pour le retenir, mais simplement pour le stabiliser. Elle se pencha vers lui. « Vous êtes en sécurité. Vous êtes dans un hôpital à Boise, dans l'Idaho. Vous n'êtes pas dans le véhicule. Le tonneau est terminé. Écoutez-moi compter. » Puis elle compta. 1, 2, 3, 4, basse et régulier. La même cadence, le même rythme, le même battement mesuré qu'elle avait utilisé avec chaque patient paniqué dans chaque avion secoué, chaque nuit où la survie de quelqu'un d'autre dépendait de sa capacité à rester parfaitement, incroyablement calme. 5, 6, 7, 8. La respiration de Delgado ralentit, ses mains se détendirent, son regard se fixa. 9, 10, 11, 12. À 20, il était immobile. À 30, ses yeux se fermaient. À 40, il dormait. Tessa se redressa, une main sur la barrière du lit pour garder l'équilibre, car sa jambe gauche était encore instable, et se retourna pour regagner son lit. C'est alors qu'elle le vit. Un homme debout dans l'embrasure de la porte de l'unité de soins intensifs, âgé de 62 ans. Des cheveux argentés coupés courts, un visage marqué par des décennies d'exposition au soleil et de décisions difficiles. Il tenait un gobelet en papier contenant du café provenant du distributeur automatique situé au bout du couloir. Et le café tremblait, non pas parce que le gobelet était instable, mais parce que sa main l'était. Il s'appelait Dale Sweeney, sergent-chef d'artillerie à la retraite du corps des Marines des États-Unis. Il vivait à Boise. Il dirigeait une association à but non lucratif de mentorat pour les vétérans et rendait visite à tous les Marines blessés qui passaient dans la région. Car c'était ce que faisait Dale Sweeney. C'était ce qu'était Dale Sweeney. Il était sorti chercher un café 10 minutes plus tôt. Il se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, le visage complètement blême, car Dale Sweeney avait déjà entendu ce décompte. Pas les mots, mais le rythme, la cadence, la façon dont il était prononcé, grave, métronomique, sans faille, comme si la personne qui comptait avait décidé que les lois du chaos ne s'appliquaient pas à sa voix et que l'univers avait simplement accepté. Il y a 29 ans, au-dessus de la mer Adriatique, dans le ventre d'un Hercule 130, dans des turbulences si violentes que le responsable du chargement était attaché à la paroi du fuselage, les yeux fermés et les lèvres remuant en prière. Et au milieu de cet enfer, une infirmière de vol, blonde, petite, sergent-chef de l'armée de l'air, pratiquait un massage cardiaque sur un marine dont la poitrine avait été déchirée par des éclats d'obus bosniaques et comptait à voix basse avec un rythme si régulier que l'équipage a commencé à l'appeler par un nom qui n'était pas le sien, cadence. Elle avait pratiqué ses compressions pendant 47 minutes sans s'arrêter. 47 minutes à faire battre le cœur d'un homme mort avec ses mains, tandis que l'avion tremblait et tombait, et que le monde à l'extérieur du fuselage n'était plus qu'eau noire, nuages, et ce silence particulier qui précède la vie ou la mort. Le Marine s'appelait Caporal E.M.T.T. Rhodes. C'était le meilleur ami de Dale Sweeney,
et EMTT Rhodes a survécu. Sweeney avait raconté cette histoire à chaque rassemblement de la journée des anciens combattants pendant 29 ans. À chaque barbecue, à chaque réunion, à chaque bière tranquille avec un camarade marine le mardi soir, lorsque les souvenirs devenaient trop lourds et que la seule chose qui aidait était de les raconter à haute voix. L'histoire de Cadence, l'infirmière de vol de l'armée de l'air qui avait sauvé la vie de son ami dans un avion secoué au-dessus de l'Adriatique et qui n'avait jamais cessé de compter. Il n'avait jamais su son vrai nom. Il n'avait jamais vu clairement son visage. Il faisait sombre dans la soute et il était occupé à maintenir la civière en place pendant qu'elle travaillait. Il connaissait juste le décompte. Il connaissait le rythme. Il connaissait la cadence. Et maintenant, il l'entendait à nouveau. Dans un hôpital de Boise, dans l'Idaho, venant d'une femme en blouse d'hôpital, une perfusion dans le bras. Sweeney posa lentement son café sur le comptoir du poste des infirmières. La façon dont on pose quelque chose quand on a les mains qui tremblent et qu'on a besoin qu'elles s'arrêtent. Il se dirigea vers Tessa. Elle était à mi-chemin de son lit, boitant, une main sur le mur pour garder l'équilibre. Madame, elle s'arrêta, se retourna. Il la regarda vraiment, comme on regarde quelqu'un quand on essaie de voir à travers 29 ans de distance et d'obscurité et une soute éclairée uniquement par des lumières tactiques rouges. Êtes-vous Cadence? Le silence qui suivit fut le plus assourdissant de toute l'unité de soins intensifs. Le visage de Tessa resta impassible, du moins au début. Sa mâchoire se crispa légèrement. Le genre de micro-mouvement que seul quelqu'un entraîné à l'observation pouvait remarquer. Ses mains pendantes le long de son corps se refermèrent lentement en poing, non pas de manière agressive, mais protectrice, la posture d'une personne qui a passé 3 décennies à garder la porte fermée et qui vient d'entendre quelqu'un frapper. Sweeney parla doucement, presque avec révérence. Mars 1996, de Tuzla à Ramstein, un C-30 Hercules. Les turbulences étaient si violentes que le responsable du chargement priait à voix haute. Un caporal des Marines, EMTT RHS, avait un éclat d'obus dans la poitrine et une infirmière de vol l'a maintenu en vie pendant 47 minutes avec rien d'autre que ses mains et un décompte qui n'a jamais cessé. Il fit une pause. J'étais là. Je tenais la civière. Je vous ai entendu compter chaque chiffre pendant 47 minutes. Je n'ai jamais oublié ce son. Les yeux de Tessa brillaient. Elle ne clignait pas des yeux. Caporal Rhodes, murmura-t-elle. EMTT Rhodes. La voix de Sweeney se brisa. Il est vivant, madame. Missoula, Montana. 3 enfants. Tessa s'assit sur le bord de son lit. Non pas parce qu'elle l'avait choisi, mais parce que ses jambes avaient décidé pour elle. Elle regarda le plafond. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec le genre de respiration délibérée que l'on utilise lorsqu'on lutte très fort pour se contrôler. « Je ne savais pas s'il avait survécu, » dit-elle. « Ils ne nous l'ont jamais dit. Les patients, ils les ont déchargés de l'avion et nous ne l'avons jamais su. » Sweeney secoua lentement la tête. « Il a survécu, grâce à vous. » L'infirmière de nuit qui se tenait derrière eux réalisa qu'elle pleurait. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas qui étaient ces gens ni de quoi ils parlaient. Elle savait juste qu'il se passait quelque chose d'énorme entre cet ancien marine et cette infirmière discrète. Quelque chose qui attendait depuis 29 ans d'être dit. Tessa regarda Sweeney. « Comment m'avez-vous trouvé? »« Ce n'est pas moi, dit-il. Je rendais visite à Delgado. C'est toi qui m'as trouvé. » Il fit une pause. Ce décompte, il n'a pas changé, pas un seul battement. 29 ans et c'est toujours pareil. Tessa faillit sourire. Faillit. C'est la seule chose qui n'a pas changé. L'histoire sortit lentement. Pas d'un seul coup. Tessa ne raconta pas tout d'un coup. Elle la raconta par morceaux. Comme quelqu'un qui partage quelque chose qu'il a gardé pour lui si longtemps que le lâcher-prise ressemble à une opération chirurgicale. Sweeney s'assit sur la chaise à côté de son lit et elle lui parla de Dayon, de ses 18 ans et du moment où elle avait entendu un missile Scud transformer le ciel en quelque chose de biblique. Elle lui raconta comment elle était allongée sur le sol, la bouche pleine de poussière et de sang, tandis qu'un médecin lui disait que les éclats d'obus étaient trop près de sa colonne vertébrale pour être retirés, et comment elle s'était levée 2 semaines plus tard parce qu'il y avait une guerre, qu'elle y était et que c'était comme ça. Elle lui a parlé des réfugiés kurdes, des enfants au ventre gonflé par la famine. Elle lui a parlé des mères qui confiaient leurs bébés
aux aviateurs américains sur les rampes de chargement, car même les bras d'un étranger étaient plus sûrs que les montagnes derrière eux. Elle lui a raconté comment elle avait porté un garçon de 4 ans sur la rampe d'un C-41 Starlifter et comment il s'était agrippé si fort à sa combinaison de vol qu'elle avait dû lui détacher les doigts un par un à l'atterrissage, et comment elle sentait encore parfois ses doigts au milieu de la nuit. Elle lui a parlé de la Bosnie, des vols SASIAT, de la chaîne de montage des corps brisés chargés dans les avions, stabilisés dans les airs et livrés au centre médical régional de Landstuhl en Allemagne. Comment il était impossible de les considérer comme des personnes pendant le travail, car si on les considérait comme des personnes, on tremblait. Et si on tremblait, on ne pouvait pas effectuer de compression thoracique à 30 000 pieds d'altitude dans des turbulences. Alors je comptais, dit-elle, cela me donnait quelque chose à quoi m'accrocher, un rythme. Si je comptais, je contrôlais. Si je contrôlais, il vivait. Elle lui a parlé de l'incendie du moteur au Kosovo, du C-30 dont le moteur numéro 2 a pris feu alors qu'il transportait 12 patients alités, et de la façon dont elle avait refusé d'arrêter de soigner un marine de 17 ans souffrant d'un poumon collapsé. Même lorsque le responsable du chargement lui a crié de se diriger vers la sortie de secours, elle a préféré transporter le marine à l'extérieur. Les brûlures sur son avant-bras en étaient le prix à payer. La médaille de la vaillance était la récompense. Elle lui a parlé de sa retraite en 2005, du vide qui a suivi, car l'armée de l'air lui avait donné une structure, un but, une famille, et lorsqu'elle a retiré son uniforme, elle a perdu les trois. Elle lui a parlé de l'école d'infirmières de Saint-Clair, qui était la seule chose qu'elle pouvait envisager de faire, car la seule chose qu'elle connaissait était de la médecine, et la seule façon dont elle connaissait la médecine était à travers la douleur. Elle lui a parlé de ses 14 années passées dans les hôpitaux pour anciens combattants, entourés de vétérans, qui auraient dû lui donner le sentiment d'être chez elle, mais qui lui donnaient souvent l'impression d'être un miroir dans lequel elle ne pouvait s'empêcher de se regarder. Elle lui a parlé de Boise, de son déménagement ici il y a 6 mois pour essayer quelque chose de nouveau, travailler pour la première fois dans un hôpital civil, pour voir si à 54 ans, elle pouvait apprendre à exister dans un monde où l'on ne portait pas de camouflage. « Et tu y arrives ?» a demandé Sweeney. Tessa a regardé les collines à travers la fenêtre. Les premières lueurs de l'aube teintaient la neige de rose le long de la crête. « Je ne sais pas, » a-t-elle répondu. « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais appris. » Sweeney acquiesça. Il ne lui donna pas de conseils. Il n'essaya pas de régler le problème. Il était marine. Il savait que certaines choses ne peuvent pas être réglées. On ne peut que les observer. « Je veux parler de vous aux gars. » Il dit. « Quels gars? »« Mes gars, mes marines. Ceux qui ont entendu l'histoire de Cadence pendant 29 ans. » Tessa secoua la tête. « Je n'ai pas besoin de Tessa. » Il prononça son nom pour la première fois. Pas son grade, pas son indicatif. Son nom. Il ne s'agit pas de ce dont tu as besoin. Il s'agit de ce dont ils ont besoin. Chacun de ces marines a une cadence dans son histoire. Quelqu'un qui les a aidés à s'en sortir. Quelqu'un qu'ils n'ont jamais pu remercier. Tu n'es pas seulement toi. Tu es toutes les infirmières de vol, tous les médecins, tous les corpsmen qui ont fait leur travail et ont disparu avant que quiconque ait pu dire un mot. Il se leva. Ton opération est prévue demain après-midi. Bien, nous serons là demain matin. Il sortit de l'unité de soins intensifs. Tessa le regarda partir. Puis elle baissa les yeux vers ses mains. Les mains qui avaient maintenu le cœur d'un homme mort en vie pendant 47 minutes. Les mains qui avaient transporté une marine brûlée hors d'un avion en feu. Les mains qui avaient hissé un petit garçon kurde de 4 ans sur une rampe de chargement vers le ciel. Elles tremblaient. Pour la première fois en 29 ans, ses mains tremblaient. Ils venaient de tout l'Idaho. Certains avaient en fait 210 km en voiture depuis Twin Falls. D'autres venaient de Pocatello, 2 autres de Coeur d'Alene, près de la frontière canadienne, qui avaient reçu l'appel de Sweeney à 21 h la veille et étaient partis avant l'aube. Ils étaient à la retraite. Ils étaient en service actif dans la région montagneuse. Ils étaient vieux, jeunes et de tous âges, et chacun d'entre eux avait entendu l'histoire de Cadence racontée par Dale Sweeney. À 8h45 du matin, Sweeney entra dans le hall du Summit University Medical Center, vêtu de sa veste de cérémonie de la Marine Corps League, les médailles sur la poitrine, les chaussures cirées à la perfection.
Derrière lui marchaient 11 Marines. Certains portaient l'uniforme bleu, d'autres portaient des vestes de vétérans ornées d'écussons et d'insignes qui racontaient leur histoire. D'autres encore portaient des chemises civiles propres avec un seul emblème, l'aigle, le globe et l'encre, épinglés sur le col. Le hall de l'hôpital s'est figé. Les personnes dans la salle d'attente ont levé les yeux de leur téléphone. Une jeune mère tenant un enfant en bas âge les a regardés passer. Un homme en fauteuil roulant a tourné son fauteuil pour leur faire face. Le gardien de sécurité au bureau d'information, un jeune homme de 23 ans nommé Marcus, qui n'avait jamais été dans l'armée, se redressa involontairement. Quelque chose dans ces 12 personnes marchant avec une telle détermination, une telle unité, vous donnait envie de vous lever, même si vous ne saviez pas pourquoi. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Sweeney les conduisit dans le couloir vers l'unité de soins intensifs. Leurs bottes, leurs chaussures de ville, leurs bottes de travail. Une paire de bottes de cow-boy bien usées appartenant au rancher de Twin Falls résonnait sur le carrelage de l'hôpital avec une cadence qui lui était propre. Les portes de l'unité de soins intensifs s'ouvrirent. À l'intérieur, l'équipe du matin était en pleine activité. Les moniteurs bipaient, les pompes à perfusion cliquetaient, les infirmières se déplaçaient entre les lits avec l'efficacité rodée de personnes gérant une douzaine de crises qui semblaient toutes calmes de l'extérieur. Et dans le lit 14, celui près de la fenêtre, celui avec vue sur les contreforts, Tessa Renee Whitmore était allongée, appuyée contre 2 oreillers, une perfusion dans la main droite, ses cheveux argentés détachés pour la première fois depuis aussi longtemps que l'on s'en souvienne, regardant les montagnes. Elle les entendit avant de les voir. Les pas, pas des pas aléatoires d'hôpital, synchronisés, délibérés, le genre de démarche qui appartient à des personnes entraînées à marcher ensemble. Elle tourna la tête. 12 Marines se tenaient au pied de son lit, Dale Sweeney en tête. Derrière lui, un mur d'épaules, de menton et d'yeux qui avaient vu des choses et continuaient à avancer. L'unité de soins intensifs devint silencieuse. Les bips des moniteurs semblaient incroyablement forts. Les infirmières s'arrêtèrent net. Tyler Banks se tenait devant le distributeur de médicaments, une seringue à la main. Figé, un inhalothérapeute dans le couloir se retourna et regarda à travers la vitre. Le docteur Okoro sortit de la salle de consultation de neurochirurgie et se tint dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant la scène. Et au poste des infirmières, Vivian Mercer. Vivian, qui était arrivée tôt ce jour-là, avait pris son service pour examiner les dossiers. Vivian, qui avait passé 6 mois à remettre en question les qualifications de Tessa, à l'exclure des réunions, à lui assigner les patients les plus difficiles et à dire aux jeunes infirmières de ne pas suivre ses méthodes. Vivian, qui se tenait maintenant immobile, tenant une tasse de café à 2 mains, fixant la scène devant elle. Sweeney s'avança. Il se tint à côté du lit de Tessa. Il la regarda. Cette femme en blouse d'hôpital, cette infirmière de nuit discrète aux qualifications à 2 lettres, cette personne qui avait déjeuné seule pendant 6 mois dans un bâtiment rempli de gens qui n'avaient jamais pris la peine de lui poser une seule question sur sa vie. Il se tint au garde-à-vous. Sergent-chef Whitmore, armée de l'air des États-Unis, 43e escadron d'évacuation aéromédicale. Sa voix résonna dans l'unité de soins intensifs silencieuse. Chaque mot frappait l'air comme une cloche. Au nom du caporal Emmett Rhodes qui est en vie aujourd'hui grâce à vous. Au nom de chaque marine, chaque soldat, chaque aviateur, chaque marin que vous avez évacué du champ de bataille et ramené chez lui en vie. Au nom de chacun d'entre nous qui a déjà été brisé dans une soute à 30 000 pieds d'altitude et qui a survécu parce que quelqu'un, parce que vous, avez refusé d'arrêter de compter. Il leva la main droite vers son front. Cela fait 29 ans que cela aurait dû être fait. Derrière lui, 11 marines saluèrent. Ce n'était pas une cérémonie. Ce n'était pas une répétition. C'étaient 11 hommes, certains assez âgés pour avoir des petits-enfants, d'autres assez jeunes pour avoir encore du sable dans leurs bottes, debout dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital, rendant hommage à une femme qui avait passé les 3 dernières décennies convaincue que personne ne se souvenait d'elle. Tessa les regarda, son menton tremblait, ses yeux bleus pâles, des yeux qui n'avaient rien laissé paraître pendant 6 mois, des yeux qui étaient restés imperturbables pendant les attaques aux mortiers, les incendies de moteurs et 35 ans passés avec des éclats d'obus dans la colonne vertébrale, se remplirent de larmes. Elle ne salua pas.
Elle ne portait pas d'uniforme. Elle n'était pas en service. Elle était une patiente dans un lit d'hôpital, vêtue d'une chemise d'hôpital nouée dans le dos, avec une perfusion qui lui rappelait que, pour une fois dans sa vie, c'était elle qui était soignée. Au lieu de cela, elle prononça les seuls mots qui lui venaient à l'esprit. Sear Fee Marines. Sa voix s'est brisée sur le deuxième mot. L'unité de soins intensifs a explosé. Tyler Banks a posé la seringue et a pressé ses deux paumes contre ses yeux. La thérapeute respiratoire dans le couloir s'est détournée, la main sur la bouche. 3 infirmières pleuraient ouvertement. Un patient, 2 lits plus loin, un sergent de l'armée à la retraite de 74 ans, qui se remettait d'une opération cardiaque, a lutté pour s'asseoir, a placé sa main sur son cœur et l'a maintenu là. Le Dr. Roro, dans l'embrasure de la porte, déplia les bras. Il retira sa charlotte chirurgicale et la serra contre sa poitrine et Vivian Mercer. Vivian se tenait au poste des infirmières. Elle tenait toujours la tasse de café dans ses mains, mais ses jointures étaient devenues blanches. Elle fixait Tessa, pas les Marines, pas le salut, mais Tessa. Et pour la première fois en 21 ans, en tant qu'infirmière responsable des soins intensifs, Vivian Mercer ressemblait à une femme qui venait de réaliser qu'elle avait commis une terrible erreur. Elle avait vu les cicatrices pendant la préopératoire, les brûlures, le tatouage, les marques d'une vie passée dans des endroits où la survie n'était pas garantie. Elle avait vu ces choses sur le corps de Tessa et n'avait toujours pas compris. Maintenant, elle comprenait, et cette prise de conscience la frappa si fort qu'elle dut poser sa tasse avant qu'elle ne tombe. Le de Okoro retira le fragment d'éclat d'obus cet après-midi-là. L'opération avait duré 3 heures et 14 minutes. Le fragment, un morceau irrégulier de la coque d'un missile Scud irakien, oxydé en verre gris après 35 ans passés dans un corps humain, avait été extrait sans incident. Okoro l'avait placé dans un petit récipient transparent et l'avait laissé sur la table de chevet de Tessa. Quand elle se réveilla de l'anesthésie, la première chose qu'elle fit fut de chercher le récipient. Elle le tint à la lumière de la fenêtre. Ce morceau de métal plus petit qu'une pièce de 25 cents, plus léger qu'une pièce de 10 cents, avait voyagé d'un lance-missile irakien à un centre médical de Daron, puis à sa colonne vertébrale, et il avait vécu en elle plus longtemps que la plupart des mariages. Elle le posa sur la table et le regarda longuement. « Voilà à quoi ressemble 35 ans, dit-elle à personne en particulier. » Tyler Banks, qui était assis sur la chaise à côté de son lit parce qu'il avait refusé de partir pendant l'opération, ne dit rien. Il resta simplement assis là, immobile. Cela suffisait. La convalescence dura 2 semaines. 2 semaines passées dans l'unité de soins intensifs où elle avait travaillé, dans le lit qu'elle avait attribué à ses patients, entourée des personnes qu'elle avait tenues à distance pendant 6 mois. Et pendant ces 2 semaines, il s'est passé quelque chose que Tessa n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas planifié et qu'elle ne savait pas comment gérer. Des gens sont venus, sans se presser, sans discours ni cérémonie. Un par un, comme l'eau qui trouve une fissure dans un mur, le personnel du Summit University Medical Center a commencé à se présenter au chevet de Tessa Whitmore. L'employé de la cafétéria qui lui avait servi le même café noir tous les soirs pendant 6 mois sans échanger un mot, lui a apporté une part de tarte sur une assiette en carton et lui a dit « Vous aviez toujours l'air d'avoir besoin d'une part de tarte. » Tessa a failli rire. Failli. Une infirmière de l'équipe de jour lui a apporté une couverture de chez elle. Pas une couverture d'hôpital. Une vraie, comme celle que vous donne votre grand-mère. Douce, épaisse et chaude. Elle la posa sur le lit sans explication. Tyler lui apportait du café tous les matins. Il s'asseyait pendant 15 minutes avant de prendre son service. Il parlait de ses patients, de ses inquiétudes, des choses dont il n'était pas sûr. Et Tessa écoutait vraiment, et disait parfois des choses comme « Le potassium du Licette ou surveiller son débit. Il baisse depuis hier. » Elle enseignait depuis son lit d'hôpital, et Tyler était enfin assez intelligent pour s'en rendre compte. Le sergent-chef Delgado, qui se remettait bien dans le lit 4 places plus loin, a commencé à envoyer Tyler lui poser des questions. Pas des questions médicales, des questions sur les Marines. Demande à la dame de l'armée de l'air si elle a déjà volé depuis Bram. Demande-lui quelle est la pire turbulence qu'elle ait jamais rencontrée. Demande-lui si elle sait ce que veut dire un marine quand il dit que la nourriture ici est nulle. Tessa répondait à tout le monde. Dale Sweeney venait tous les 2 jours.
Il apportait un thermos de vrai café, pas cette cochonnerie qu'on sert à l'hôpital, et ils s'asseyaient ensemble et parlaient de ce dont parlent les vétérans quand ils trouvent enfin quelqu'un qui les comprend. Pas des histoires héroïques, d'autres choses, les rêves, la culpabilité, le fait de se retrouver dans la file d'attente d'une épicerie et de sentir soudainement l'odeur du diesel et de se retrouver sur le tarmac d'un pays qui n'existe plus. Elle lui a parlé de Rotork. Il lui a parlé de ses 2 labradors, tous 2 nommés d'après des endroits où il avait été stationné. Elle lui a parlé de son frère dans l'Ohio, celui à qui elle n'avait pas parlé depuis 9 ans. Il lui a dit que 9 ans, ce n'était pas éternel. Peut-être, a-t-elle répondu. Et puis il y avait Vivienne. Cela s'est passé la 8e nuit, à 3 heures du matin, heure où les hôpitaux sont les plus calmes. Quand les seuls bruits sont les bips des moniteurs, le frottement des chaussures des infirmières et, de temps en temps, la sonnerie lointaine de l'ascenseur. Vivienne Mercer entra dans la chambre de Tessa. Elle portait des vêtements civils. Elle n'était pas de service. Elle l'avait conduit jusqu'à l'hôpital au milieu de la nuit pour cela. Elle s'assit sur la chaise. Elle ne regarda pas Tessa pendant un long moment. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle pressait ses pouces l'un contre l'autre, comme le font les gens lorsqu'ils essaient de retenir quelque chose qui a très envie de sortir. « Mon frère était dans l'armée, dit-elle. » Tessa tourna la tête. « Sean Patrick Mercer, sergent, 10e division de montagne. Il a été déployé en Somalie en 1993. Sa voix était calme, professionnelle, la voix d'une infirmière en chef. Cela dura environ 4 secondes de plus. Il a été tué à Mogadiscio. Sa voix se brisa. Le 3 octobre, le silence envahit la pièce. J'avais 25 ans. Vivienne continua. Il avait 23 ans. Il m'a envoyé une lettre 2 semaines avant de mourir. Il disait qu'il me ramènerait un souvenir, un truc stupide trouvé sur un marché. Il faisait toujours ça à chaque déploiement. Un petit bibelot stupide provenant d'un pays quelconque. Je les ai tous gardés dans une boîte dans mon placard. Elle regarda ses mains. Je pense que je suis en colère contre l'uniforme depuis 33 ans. Je pense que chaque fois que je vois quelqu'un avec ce look militaire, celui que vous avez en vous, Titans, je ne l'ai jamais associé à Sean. Pas avant de voir ces Marines vous saluer et de réaliser. Sa voix se brisa. Je me suis rendu compte que j'avais passé 33 ans à punir les gens pour avoir survécu alors que mon frère était mort. Le moniteur à côté du lit de Tessa émit un bip. Le silence reprit. « Je m'en suis prise à toi, dit Vivien. Les horaires, les commentaires sur tes qualifications, t'exclure des réunions, tout ça. Je me suis dit que c'était une question de normes. Ça n'a jamais été une question de normes. C'était à cause de... » Elle ne parvint pas à finir. Tessa regarda le plafond. Puis elle regarda Vivienne. C'était quoi son nom déjà? Le visage de Vivienne se décomposa. Sean. Sean Patrick. Parle-moi de lui. Et Vivienne le fit. Elle parla de son petit frère jusqu'à ce que le ciel derrière la fenêtre passe du noir à l'indigo, puis à la première lueur dorée d'un matin à Boissé, elle raconta comment il lui volait ses bonbons d'Halloween et les remplaçait par des cailloux enveloppés dans du papier d'aluminium. Comment il avait un jour parcouru 650 km pour lui faire la surprise à l'école d'infirmière pour son anniversaire. Comment il riait, la tête renversée en arrière, sans émettre le moindre son pendant une seconde, puis avec un aboiement explosif qui effrayait le chien à chaque fois. Elle a parlé de l'appel téléphonique, de l'officier en uniforme devant la porte d'entrée de sa mère, des funérailles, du drapeau plié. Et elle a parlé des années qui ont suivi, pendant lesquelles elle a canalisé son chagrin dans son travail, dans la construction de quelque chose qui ne pourrait lui être enlevé comme son frère lui avait été enlevé, dans une carrière qui est devenue une forteresse, puis une prison. Quand elle a eu fini, le soleil était levé, ses yeux étaient gonflés, elle avait perdu son sang-froid. Tessa s'est penchée et a pris la main de Vivien. Elle l'a simplement tenue, une pression ferme, le genre de pression qui dit « J'ai déjà soutenu des gens, je peux te soutenir maintenant. » Il semble être un bon marine, a dit Tessa. Vivienne a hoché la tête, incapable de parler. Il serait fier de toi. Cela a brisé quelque chose qui était resté scellé pendant 33 ans. Vivienne pressa la main de Tessa contre son visage et pleura, non pas les larmes polies et contrôlées d'une professionnelle, mais les larmes brutes, l'aide et nécessaire d'une femme qui s'était enfin autorisée à faire son deuil.
Elles restèrent assises ainsi jusqu'au début de l'équipe de jour. Puis Vivien se leva, redressa sa chemise, s'essuya le visage et dit « Je vais parler à l'administration de la reconnaissance de l'expérience médicale militaire dans notre processus d'accréditation. Ta formation devrait compter. Elle aurait toujours dû être prise en compte. » Tessa acquiesça. « D'accord. Et je te recommande pour le poste d'éducatrice clinique qui se libère en janvier. Je n'ai pas besoin de toi, tu n'en as pas besoin. Mais l'unité de soins intensifs en a besoin. Les résidents ont besoin de quelqu'un qui enseigne par l'action, pas par des présentations PowerPoint. » Elle s'arrêta à la porte. « Tu es la meilleure infirmière de cet établissement, Tessa. J'aurais dû te le dire il y a 6 mois. » Elle partit. Tessa regarda la chaise vide. Puis elle regarda le récipient contenant l'échantillon sur sa table de chevet, le fragment d'éclat d'obus exposé à la lumière. 2 choses avaient été retirées de son corps ce mois-ci. L'une par les mains d'un chirurgien, l'autre par une femme assise sur une chaise à 3 heures du matin qui lui parlait de son frère décédé. Elle ne savait pas laquelle des 2 extractions l'avait le plus marqué. La veille de sa sortie, Tessa était assise dans son lit, regardant les collines disparaître dans l'obscurité. Rotor allait bien. Un voisin le nourrissait, probablement mieux que Tessa ne le faisait. La maison louée l'attendait, la chaise unique, les murs vides, sauf que les murs ne semblaient plus aussi vides qu'avant. Quelque chose avait changé, pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup, mais comme une saison qui change si progressivement. On ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on se rende compte soudainement que la lumière a changé. Le téléphone près du lit sonna. Tessa décrocha. Il y avait des parasites sur la ligne, le genre de parasites qui proviennent d'un téléphone portable dans les montagnes du Montana, où le signal doit lutter pour chaque bord. Une voix de boîte d'homme, râpeuse à cause de l'âge, encore plus râpeuse à cause de l'émotion. Je cherche une infirmière de vol, armée de l'air, 49e escadron d'évacuation aéromédicale. Il l'appelait Cadence. Tessa ferma les yeux. Caporal Rhodes, c'est juste EMTT maintenant, madame? Une pause. Je vous cherche depuis 29 ans. Dale m'a donné le numéro. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Un long silence, les parasites crépitaient. Quelque part dans le Montana, un homme à qui on avait rendu la vie dans un avion secoué au-dessus de la mer Adriatique en 1996 cherchait ces mots. « Je veux que vous sachiez quelque chose. » Il dit, « Bon, j'ai 3 enfants. L'aînée a 26 ans. Elle s'appelle Addison. Elle est infirmière de vol, madame. Elle fait partie de l'équipe de transport aérien médical d'urgence de l'armée de l'air, 3e escadron d'évacuation aéromédicale de la base aérienne de Scott. Elle effectue les mêmes missions que vous. » Tessa a pressé sa main contre sa bouche. Elle m'a dit un jour qu'elle avait choisi cette carrière parce que je lui avais raconté l'histoire de la femme qui n'arrêtait pas de compter les 47 minutes. Sa voix s'est brisée. Elle voulait être cette personne pour quelqu'un d'autre. Les larmes ont coulé. Tessa ne les a pas retenues. Elle n'avait pas la force de les retenir. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle n'en avait pas envie. « Tu m'as donné 47 minutes. » Le sergent-chef Rhodes a dit « J'ai eu 29 ans, une femme, 3 enfants, une fille qui a suivi tes traces. Je voulais juste que vous le sachiez. » La voix de Tessa, lorsqu'elle se fit entendre, n'était qu'un murmure. « Je n'ai jamais su si vous aviez réussi. »« J'ai réussi, » dit Emmett Rhodes, et Tessa aussi. L'appel prit fin. Les parasites s'estompèrent. La pièce était silencieuse. Tessa était assise dans l'obscurité. Les contreforts étaient désormais invisibles, juste une forme noire se découpant sur un ciel légèrement moins noir. Mais elle savait qu'ils étaient là. Ils étaient toujours là, que tu puisses les voir ou non. C'était ça, les montagnes. Elles n'avaient pas besoin d'être vues pour exister. Pour la première fois depuis très longtemps, Tessa Whitmore ne se sentait pas seule. 2 semaines plus tard, Tessa Whitmore retourna à l'unité de soins intensifs du Summit University Medical Center pour son premier service après sa convalescence. Elle boitait légèrement. Les éclats d'obus avaient disparu, mais son corps s'en souvenait. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré. Son badge indiquait toujours « infirmière diplômée ». Elle s'arrêta sur le seuil. Toute l'équipe de nuit était debout, sans être au garde à vous. Il n'y avait rien de militaire dans leur attitude. Ils étaient simplement debout. Présents. Comme on se tient debout quand une personne qui nous est chère entre dans une pièce et qu'on veut lui faire comprendre qu'elle n'est pas seule. Vivian Mercer se trouvait au poste des infirmières.
Elle lui tendit un café, noir, sans sucre. Elle avait appris comment Tessa le prenait. Ce petit geste, cette attention portée à une préférence qui appartenait à une personne qu'elle avait ignorée pendant 6 mois, en disait plus long que n'importe quelle excuse. Sur le tableur blanc derrière le poste des infirmières, quelqu'un avait écrit 3 mots au marqueur bleu effaçable à sec. « Bienvenue, Cadence ». Tyler Banks se tenait près du lit 7 avec un bloc-notes, déjà en train de vérifier le potassium. Il leva les yeux et lui fit un petit signe de tête nerveux, le genre de signe qui dit « Je te vois, je suis là, j'apprends ». Tessa prit le café que lui tendait Vivian. Elle regarda le tableau blanc. Elle regarda les personnes qui se tenaient debout. Elle ne fit pas de discours, elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas d'une manière qui aurait fait une belle photo. Elle fit quelque chose de plus modeste et de plus honnête que tout cela. Elle hocha une fois la tête. Puis elle se dirigea vers le lit numéro 7, car c'est ce que Tessa Whitmore faisait. Elle vérifia le taux de potassium. Elle compta les battements. Elle se présenta, fit son travail, porta le poids et continua d'avancer. Sauf que maintenant, pour la première fois en 35 ans, elle ne portait pas ce poids seule. Il y a quelque chose que nous oublions à propos des personnes qui nous sauvent. Nous oublions qu'ils rentrent chez eux. Nous oublions qu'ils enlèvent leur uniforme, leur blouse, leurs gants. Nous oublions que les mains qui nous ont soutenus doivent aussi se soutenir elles-mêmes. Et parfois, elles n'y parviennent pas. Parfois, la personne qui a maintenu tout le monde en vie passe des années à se demander si quelqu'un se souvient que cela comptait. Si le décompte avait un sens, Tessa Whitmore a passé 35 ans à porter un morceau de guerre dans son corps et 29 ans à porter une question dans son cœur. A-t-il survécu? Il a survécu. Il a fondé une famille. Sa fille est devenue la prochaine Cadence. Ce que Tessa a découvert, ce qu'elle s'est permis de découvrir, ce qui est le plus difficile, c'est qu'on ne guérit pas dans l'isolement. Guérir n'est pas quelque chose que l'on fait seul dans une maison louée avec un vieux chat dans un fauteuil. Guérir, c'est ce qui arrive quand on laisse enfin quelqu'un entrer dans sa vie, quand on se permet d'être le patient, quand on arrête de compter pour quelqu'un d'autre assez longtemps pour laisser quelqu'un compter pour soi. Parfois, la chose la plus courageuse qu'un guerrier puisse faire n'est pas de prendre son épée, c'est de la poser, de s'asseoir dans un fauteuil et de laisser quelqu'un lui apporter une part de tarte. Si l'histoire de Tessa vous a touché, si vous connaissez un ancien combattant qui porte son service en silence, si vous connaissez une infirmière qui ne parle jamais de ce qu'elle a vu, partagez-la avec eux. Parfois, les personnes qui ont le plus besoin d'entendre « je te vois » sont celles qui ne le demanderont jamais. Avant de partir, merci. Je le pense sincèrement. Je sais que votre temps c'est précieux. Et le fait que vous ayez choisi de le passer ici signifie plus que vous ne le pensez. Si cette histoire vous a touché, prenez une seconde pour cliquer sur « j'aime ». Ce petit clic aide davantage de personnes à découvrir des histoires comme celle-ci. Laissez un commentaire et dites-moi qui Tessa vous a rappelé. Je lis chacun d'entre eux. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous. Nous construisons un endroit où les personnes discrètes peuvent enfin être entendues. Prenez soin les uns des autres. À bientôt. Jet et jet. Ouais, ah, il joue trop bizarrement, vous avez vu? Tu sais, lui, il joue trop bizarre. Peut-être c'est un stream hack, non? Ça, ils m'ont jamais sur mon site. Faut que j'attende, genre, au dernier moment. Me again, bro. Yes. Oh là là, à chaque fois c'est moi, hein. Coucou tag, à chaque fois c'est moi. J'ai rien demandé, genre, j'ai rien demandé. Mais vrai, c'est le gecko qui m'avait fait. Si, c'est ça, c'est un français. Bon, après, sur Paris, mais c'est un French, c'est un French. J'ai un ult, faudrait que je l'ulti. Là, déjà que. BBL, la prise de masse. Vous savez quoi, je vais faire genre, je suis en A. Là, ils vont aller B. Mais puisque j'ai 20 secondes de délai, et bah, je vais aller en B. Big brain! Big brain! Comme ça, impossible de faire Sivac. Allez, go B. Go, go A. Follet. Oh, ok. Ouais. C'est dur, en fait.
Vamos a la Сенсор playa. отключен. Враг на А. Не сбегут. Planting. Спайк установлен. Включен звуковой сенсор. Я побежала. Загоним их в могилу. Ничего не поймано. Ему на тормоз. Ah Остался один враг. Бегом, бегом, бегом. Stunned, he's stunned. How, Остался how один they враг. always manage to summon so close? Mais pique quand même. Tu fais la half, tu piques. Tu fais la half, tu te relèves. Pourquoi il continue à te diffuser alors que le gars est devant lui? Ça va pas ou quoi? Il y a un ennemi devant lui, tu fais la half. Tu arrêtes de diffuser pour pouvoir tuer l'ennemi. Bref, merci, merci, coucou Vectus, merci Loupi. Oh non, Sword était free. Bah, je suis en 2-7. Mais Sword, il était grave free, la team. C'est pas possible, ça. Pas possible, ça, quand même, hein. Je pense que ça va être du B encore. Parce que je suis en A, donc... Ah, c'est du A. Не сбегут. Парень, без сюрпризов. On est on site. Прослушиваю. Wait, I go with you, Willy. Сенсор вышел из строя. Спайк установлен. Минус враг. Остался один игрок. Oh, waouh. Waouh, ils sont tous... Ouais, ils sont tous en haut, genre. Ils It's sont, attack sided anyways. We have attack duelists. ils sont tous en haut. Like What the just fuck? walk inside, they can't do anything. Eh, j'ai mis que des têtes, en vrai. Hein. En vrai de vrai. Vas-y, vas-y. Ils savent que je joue, mais ils s'en battent les couilles un peu, non? Je crois que je suis un peu une petite victime, non? Ils s'en battent un peu les couilles. Ils s'en battent un peu les couilles. Ah, je vais pas vous mentir. La Adela, elle a plus son ult. Ah, mais la Adela, elle a ult. Oh non, mais. Oh. Thank you, Deadlock. Oh, I threw it before you dash, sorry. C'est vu, c'est vu. Je l'ai lancé avant qu'il dash. Il est de mauvaise foi un peu. 1 to 10. Bro. Ah, ouais, pas ult. Je l'ai libéré. Don't go. Je l'ai libéré, c'est pas pour qu'il meure, hein. Hein? J'ai libéré la way. Là, c'est pas pour qu'il meure. Who is ready, this guy's Бросаю сетку. 30 секунд. Остался один враг. 10 секунд. No. Yes, No time, no time, no time. Oh my god. Bro, I don't know, this game I just can't shoot. It's okay. it's okay. It's bro. okay. Последний раунд перед Just a I game. can't shoot neither. It's okay. Берите лучшее, пока можно. Je sais pas tirer dans cette game. Je sais pas tirer dans cette game, genre, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai, je suis un peu un don d'herbe. Un don d'herbe.
Pardon. Прослушиваю. Et je suis un peu une... Mes ennemis, là, on est en 4v5 en vrai, hein, parce que le nombre de fois où j'ai nade un allié avec ma petite nade, t'es trop forte, je suis en Hold on. 5-8. Comment ça, je suis trop forte? Je suis trop nulle, ouais. Mais quoi, il joue que Odin? C'était? Is it B? Барьер развернут. On me dit rien, donc je vais rien dire. Hein. Enfin, je dois deviner les infos. Hein. Ouais, apparemment c'est du B, ok. Прочь с дороги! Не сбегут! Бегом, бегом, бегом! Сенсор One on A, уничтожен. one on A. Plenty. Спайк установлен. Clove résulte, watch out. Bro, please. Остался один игрок. Ouais, ok. Mais... Trop forte cette clove après. Hein. Je peux. Остался один игрок. La clove est trop forte. Elle en 11-9. Elle me met des one time. Bon, ça va, on est en attaque. Ça va peut-être me marcher, non? Вы все куда важнее любых слов. Deadlock en Приглядывайтесь друг attaque, за je sais другом. pas si. Je sais pas si Deadlock en attaque c'est worse. Est-ce que c'est worse? Let's go, B. Pourquoi j'ai mon wifi à chaque fois il s'éteint? C'est horrible. J'ai aucune notif, rien, Yeah, genre. I'm gonna fast push. I'm gonna do my wall like this, and then I'm just gonna walk in. Ouais, au Ghost, en vrai, ça va, je m'en sors. Hein. Всем пока! Ну же, ребята, поднажмем. Allez, go, on y va. Go, 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 Power Rangers. Блокирую движение. Бросаю сетку. One flank, window. Il a tout raté. Остался один враг. J'aurais pas le temps de prendre le... Oh, c'est quoi ce classique? Ah, il est beau. Позаботимся J'aurais pas le temps de об prendre le их shérif. смерти. Я побежала. Pourquoi je suis de bonne humeur? Je sais, c'est parce que j'ai bu un café. Le café, ça me rend trop hyperactive, genre. Faut que j'arrête de dire genre. Je dis beaucoup trop le mot genre. Je dis beaucoup trop le mot genre. J'arrête de dire genre. J'arrête. Là, je suis sur Paris, là. Mais je mets serveur un peu aléatoire parce que comme ça, je me fais pas streamac et tout. Mais en même temps, j'ai du délai. En vrai, je pourrais mettre que... Je pourrais mettre que Paris. Until Parce que je suis là avant tout pour le content. Hein. Il me faut des gens qui parlent français. Hein. Хорошая попытка. Перезаряжаю. Я побежала.